Bonjour à tous, l'atelier d'histoire critique et la librairie Ligue Le Mois sont très heureux d'accueillir Norman Ajari pour son nouveau livre qui est sorti il y a quelques temps, Technofascisme, qui est là aussi. Norman Ajari, donc tu es philosophe, universitaire, auteur, tu enseignes au Royaume-Uni, si je me souviens bien. Et ton dernier livre, donc Technofascisme, s'attache à essayer rien de moins que développer une nouvelle définition du fascisme dans lequel on est pleinement, une nouvelle définition, pour essayer de mieux le comprendre, en incluant ce qui fait aussi la spécificité de ta pensée, c'est-à-dire tout ce que tu retires des cultural studies, des études décoloniales et de la pensée noire et africaine en général. Écoute, première question pour briser un peu la glace. La mort de Quentin de Ranc, est-ce que tes yeux sont secs? Ils sont secs comme... Est-ce que tes yeux sont secs Ils sont secs comme le Sahara. Non, mort de Quentin de Ranc. On m'a posé la question hier à Lille parce qu'on m'a dit... À Bruxelles, à Paris. Non, à Bruxelles c'est demain. Avant-hier à Lille, pardon. Ouais. Non, avant-hier à Lyon, pardon. C'est toute la carte. À Lyon, parce qu'à Lyon, c'est à Lyon que ça s'est passé. C'est une pépinière de fascistes. Alors, il voulait savoir mon opinion là-dessus, parce qu'il y a une vidéo que j'avais faite sur Charlie Kirk, dont on parlait tout à l'heure, qui a ressurgi, et où je disais qu'on s'en foutait de la mort de Charlie Kirk, etc. Bon, Quentin de Ranc, c'est un peu différent, dans le sens où, pour citer Louis-Ferdinand Céline, contrairement à Charlie Kirk, c'est un type sans importance collective, à peine un individu. Et donc effectivement, autant je pensais que la mort de Kirk, finalement, était une espèce de bénéfice pour le monde, dans le sens où je pense que un monde sans Charlie Kirk est un monde préférable à un monde avec Charlie Kirk. En ce qui concerne Quentin de Ranc, bon, sa mort n'a pas beaucoup d'importance. Mais mon intervention sur Kirk m'a enseigné des choses. Parce qu'il y a eu par exemple une réaction de Sophia Aram qui a dit que, bon, à cause de ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'était moi le vrai fasciste, parce que bon, c'était sanguinaire, etc., etc. Les antifascistes sont les vrais fascistes. Voilà, bah oui. C'est logique. C'est qui d'autre sinon? Qui d'autre? Ça pourrait pas être les fascistes, les vrais fascistes. Ça serait quand même beaucoup trop simple. Donc elle a formulé cette idée selon laquelle ce que je disais était voilà, quelque chose qui s'apparentait au fascisme. Mais ouais, je pense que en ce qui concerne Quentin, comme en ce qui concerne Charlie Kirk, c'est là peut-être le point de de convergence. La droite ou les conservateurs ou l'extrême centre comme Aram sont vraiment dépendants, j'ai l'impression, ils sont dépendants comme d'un fixe de la compassion que leur porte la gauche. Ils ont très envie qu'on compatisse à leur mort, ils ont très envie qu'on présente nos condoléances à la famille, etc., etc. Je pense que par hygiène mentale, par respect de nous-mêmes, nous devons nous abstenir de faire ça. Quand bien même, on n'est pas obligé de s'en réjouir publiquement, surtout quand il ne s'agit pas d'événements qui de base devraient avoir une importance politique particulière, mais en tout cas, se restreindre de leur faire le plaisir de théâtraliser une espèce de compassion à leur égard, c'est le minimum. Vraiment, c'est le minimum. Parce qu'ils attendent ça, mais vous êtes censés être des humanistes. Cette espèce comment dire, ils ont un désir très profond de cette espèce d'asymétrie dans laquelle nous devrions nous émouvoir de la mort de n'importe qui. Non. Ayons la conscience de ce qu'il y a en face, du fait que rien dans cette trajectoire ne devrait inspirer une once de regret dans notre camp. Je ne veux pas regretter un type qui aimerait me voir déporté ou mort. Voilà, ça me semble aussi simple que ça. Ayons cette
d'essence, parce que je pense que c'est là en réalité la véritable décence, de ne pas faire de minute de silence pour ça. On va pas faire la fête, on va pas se réjouir, etc. Mais bon, ouais, il n'y a pas de regret à avoir. D'accord. Alors, pour revenir plus dans le conceptuel, ton livre s'inscrit quand même dans un effort intellectuel assez actuel, théorique, universitaire même, pour essayer de comprendre le fascisme d'aujourd'hui. Slavoj Žižek, que tu cites et que tu lis, je crois, disait que le fascisme, c'est un peu comme les branches du faisceau dont ils tirent leur nom, c'est-à-dire qu'elles sont rassemblées avec force, mais au fond, c'est que des caractéristiques disparates. Donc c'est une question un petit peu massive, mais pour entrer dans le sujet, quoi. Comment toi tu définirais, simplement pour l'instant, parce qu'on va y revenir, ce que tu appelles le technofascisme par rapport à certains de tes collègues? Oui, le technofascisme, c'est une des différentes possibilités historiques du fascisme. Il y en a d'autres. Je pense qu'il y a divers avenirs fascistes qui sont possibles, et le technofascisme c'en est un. Et sa caractéristique essentielle, c'est que c'est pas, contrairement au fascisme du XXe siècle, un fascisme sous forme parti ou un fascisme sous forme État, mais un fascisme sous forme entreprise. Et il plonge ses racines particulièrement dans l'environnement économique de la Silicon Valley, du tournant du siècle, enfin, du 21e siècle. Et de ça découlent diverses conséquences. Premièrement, le fait que la nouvelle figure d'autorité n'est plus celle du chef d'État, mais celle du chef d'entreprise, du capitaine d'industrie, du CEO, qui, effectivement, est, dans la société présente, la figure d'autorité qui dispose du plus de pouvoir direct, énormément d'entités, énormément de positions de pouvoir, notamment dans le champ de la politique, dans le champ associatif, etc., sont restreintes par un certain nombre de contraintes politiques, de contraintes démocratiques. Ce n'est pas le cas d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qui dirige son conseil d'administration parle et les employés exécutent. C'est finalement la dernière figure d'autorité absolue. C'est pour ça que certains intellectuels technofascistes comparent ça à la position d'une monarchie absolue. Donc il y a cette idéalisation, cette appréciation extrêmement gourmande de la figure du CEO comme une nouvelle figure d'autorité à partir de laquelle on devrait repenser l'ensemble de l'autorité dans la société. Et il y a aussi un autre élément qui est peut-être l'élément le plus proprement fasciste, enfin, c'est-à-dire l'élément le plus proprement raciste, c'est dans tout cet ensemble de discours qui émanent de la Silicon Valley, une conception particulière de l'histoire dans laquelle l'histoire est divisée entre des groupes qui sont dotés d'un avenir, des groupes qui sont dotés d'une capacité à se projeter dans le futur, et des groupes qui en sont dépourvus. Et évidemment, l'Occident, c'est le lieu de l'avenir, c'est les Blancs qui sont le peuple capable de conquérir le futur. Là-haut, les populations du Sud global, les Noirs, les Hispaniques, les Arabes, etc., sont des populations rivées dans un temps cyclique dans le futur, etc., reprenant par là certaines conceptions dépassées, particulièrement racistes et coloniales de l'anthropologie. Voilà un petit nombre de traits caractéristiques du technofascisme. Ouais, bon, on va y revenir. Donc du coup, tu as parlé des CEO. Le livre s'offre aussi en fait comme une galerie de portraits en fait, de tous ces acteurs du technofascisme. Venons-en au premier, celui que tu appelles le prince du technofascisme, donc Peter Thiel. Peter Thiel, donc PDG de Palantir. Président, pardon, de Palantir, qui se définit, enfin qu'on définit un de ses camarades, je démarre avec ça, puis tu peux en dire tout ce que tu veux, je suis sûr, qu'on définit comme un nazi curieux, comme certains sont bicurieux, nazi curieux. Alors pourquoi? Oui, c'est quelqu'un, et le pire c'est que c'était dans une discussion qui visait à le dédouaner. Ah oui. C'est-à-dire, je dis, Peter Thiel c'est quand même un nazi. Non, il n'est pas nazi, il est juste nazi curieux. Oui. Ça va. Oui, c'est ça, oui. Bon, voilà, l'analogie avec les pratiques sexuelles est intéressante à cet égard, parce que oui, il l'a fait qu'une fois, il était nazi un tout petit peu, quoi. Bon, c'est pas...
Il essaie. Il n'a pas commis, mais c'est un personnage vraiment central dans la vie politique et économique des États-Unis actuellement. Je pense que c'est vraiment l'un des personnages les plus importants pour comprendre la vie économique et politique des États-Unis, parce que dans son rapport à la droite des États-Unis, il occupe une position centrale à 3 titres. Premièrement, du point de vue de la politique institutionnelle, c'est l'un des plus vieux soutiens de Donald Trump. Dès lors de la première campagne présidentielle réussie par Trump, il était le premier milliardaire, qui n'était pas Trump lui-même, à soutenir Trump. Et ce qui à l'époque était extrêmement impopulaire, même parmi les soutiens républicains, du Parti républicain. Trump, c'était vraiment le déchet, quoi, quelque chose qui n'avait aucune dignité, mais Thiel a fait le pari de le soutenir. L'autre élément important, c'est que c'est un investisseur à succès dans la Silicon Valley. C'est l'un des membres fondateurs de PayPal, je pense que beaucoup de gens ici le savent. C'est le premier investisseur extérieur de Facebook, qui deviendra Meta. Il a très longtemps siégé au board de Meta. Il a investi dans Spotify, il a investi dans Airbnb, il a investi dans énormément d'applications que vous avez probablement sur vos téléphones. Et donc il est président de Palantir. Il n'est pas le CEO, parce que le CEO, c'est un de ses anciens amis qui s'appelle Alex Karp, qui est aussi complètement dingue, qui doit prendre des sacrées drogues aussi, à mon avis, celui-ci. Mais on en reparlera peut-être après, parce que Palantir, c'est un lore en soi. Mais Palantir, voilà, c'est une entreprise d'intelligence artificielle, mais surtout de big data, d'aide à la décision, à destination des armées du monde, des forces de police, des forces de l'ordre. On reviendra plus tard sur le détail de Palantir, mais en tout cas, si vous pensez à une compagnie qui peut être une compagnie particulièrement diabolique, vous avez Palantir, c'est une abomination. Elle a été conçue par Thiel. Et il a un rapport particulier à ces entreprises-là, c'est-à-dire qu'il les conçoit comme porteuses d'une certaine mission. Lui, il ne va pas financer, il n'est pas comme Sterrin, par exemple, dont on s'alarme en France, qui va faire des espèces de box cadeaux pour devenir très très riche. Les box cadeaux malheureusement, elles sont neutres, quoi. C'est pas parce que vous allez faire un tour dans une belle bagnole, ou je sais pas ce que propose, c'est cadeau, boire du pinard dans un château, je sais pas, ce genre de truc, non, c'est ce genre de truc que ça va faire du sauna, aller dans un hammam, ce genre de machin. Bon, ça fachise rien, ça, c'est juste du divertissement, mais ça peut permettre de devenir très riche. Thiel considère que cette manière de faire du business est assez méprisable. Car pour lui, les entreprises dans lesquelles il investit doivent elles-mêmes participer à une transformation de la société. C'est ce qu'il appelle la mission des entreprises. Donc, pour lui, par exemple, Spotify, c'est très bien parce que ça permet de réduire les dividendes accordés aux artistes, d'augmenter celles qui sont accordées aux boîtes de prod, et en plus d'avoir un curating de ce que les gens écoutent, donc de pouvoir influer sur leur comportement. Pour lui, Palantir, c'est très bien parce que ça permet de contrôler la manière dont les forces de l'ordre, dont les armées appliquent leurs méthodes et les cibles qu'elles se choisissent, etc., etc. Airbnb, c'est bien parce que ça permet de combattre les hôtels. Ah oui, il a aussi investi dans Lyft, je crois, c'est dans Lyft, c'est ça, qui est un concurrent de Uber, parce que tous ces trucs-là sont bien. Ça permet de casser le syndicalisme des taxis et ce genre de trucs. Donc, ça casse des marchés, et ça permet d'affaiblir l'État-providence, d'avoir des travailleurs qui reçoivent moins. Bref, tout ça, ce sont, en tant que tels, dans leur simple existence, des outils de destruction de l'État-providence / outils de fascisation. Donc, ça, c'est très important pour lui. Il est très actif dans ses investissements d'entreprises qu'il choisit, spécifiquement pour la manière dont elles peuvent transformer de l'intérieur de la société. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect de son influence, c'est par ses propres écrits, car c'est un intellectuel. Il est titulaire d'un JD, un doctorat en droit, qui n'est pas vraiment un doctorat, mais disons, c'est plus l'équivalent français serait plus
Non, parce que c'est plus long qu'un master. Le certificat qu'on fait pour devenir avocat en France, il y a un truc comme ça. C'est plus un truc qui ressemble à ça, quoi. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais un gros diplôme de droit, quoi. Et il a une licence en philosophie qu'il a faite les deux à Stanford. Il ne peut pas quitter Stanford. C'est l'université californienne autour de laquelle s'est construite la Silicon Valley. Et il écrit des textes philosophiques, théoriques, etc., qui ont une certaine influence et dans lesquels il développe des thèses à la fois racistes, mais à fleur et mouchetées, si j'ose dire, et en tout cas où il déploie sa vision de l'avenir. Donc il a ces trois aspects, c'est cette sainte trinité qui se rassemble en sa personne, à la fois un soutien de la politique institutionnelle, à la fois un investisseur stratège qui considère ces entreprises comme des outils politiques, et enfin un intellectuel et un théoricien. Donc parce qu'il a ces trois dimensions dans son œuvre, si j'ose dire, dans sa vie et son œuvre, c'est pour ça que je l'ai défini comme le prince du technofascisme. Voilà. Et peut-être tu peux dire tout de suite, on peut parler de Palantir tout de suite, déjà dire pour ceux qui n'ont pas la ref d'où ça vient, Palantir, et pourquoi ce choix assez étrange aussi. Ouais, Palantir, c'est un objet que vous rencontrez dans la saga du Seigneur des Anneaux de Tolkien, et c'est en gros cette espèce d'énorme boule de cristal qui permettent de voir à peu près tout ce qui se passe n'importe où dans la terre du milieu. Et il se trouve qu'avec ma compagne, on a revu il y a quelques semaines la trilogie du Seigneur des Anneaux, et c'est assez drôle parce que le Palantir, je crois que c'est dans le deuxième épisode, il est aux mains de Saruman, et Saruman, c'est précisément le type, vous savez, à la fin il se fait buter par les Ents, les arbres géants, parce que lui il a vraiment fait le choix de la technologie, il a vraiment fait le choix de l'industrie exactement, il va creuser dans le sol, fabriquer des urukai, c'est-à-dire des hybrides d'orques, donc il fait même de la biotech, quoi. Il fabrique des hybrides d'orques et de gobelins à la chaîne, avec des mines, des rouages absolument gigantesques. Donc, c'est lui qui possède le Palantir, et c'est lui qui est, une espèce d'incarnation du pari technologique. Il abandonne la magie qu'il était censé pratiquer avec la nature, etc., comme Gandalf, c'est une magie de hippie un petit peu, il se voue dans la technoscience. Et il y a cette espèce d'ambiguïté chez Peter Thiel aussi, dans son rapport au non Palantir, je crois, parce qu'il y a cette fascination pour la technoscience, pour la technologie, et en même temps ce truc de se vivre comme une espèce de magicien. Donc voilà, Palantir, c'est un logiciel qui se nomme, et énormément des projets de Peter Thiel tirent leur nom du Seigneur des Anneaux, beaucoup dans la Silicon Valley en général, mais particulièrement chez lui. Il y a aussi un truc qui s'appelle Mithril, qui est le métal dont ils font leurs armures. Bref, il y a plein de rêves comme ça, plein de rêves geeks dans le monde de Palantir. Un des logiciels produits par Palantir s'appelle Gotham, donc c'est référence à la ville de Batman, entre autres. Bref, c'est des geeks d'extrême droite, comme il y en a pas mal. Et Palantir, c'est un logiciel donc d'aide à la décision, de la big data qui modélise finalement des choix pour faire différentes choses. Mais quand le CEO de cette entreprise, Alex Karp, présente ce que permet de faire cette entreprise, il a tendance à dire, de différentes manières, mais ça c'est la manière la plus parlante, qu'elle modélise des kill chains, c'est-à-dire des chaînes de décision qui visent à la mise à mort. Par exemple, si vous voulez tuer un Palestinien donné dans la bande de Gaza, ou si vous voulez raser, parce que le logiciel est utilisé par les forces de défense israéliennes dans la bande de Gaza en ce moment, il vous explique comment faire quelle est la probabilité de chance pour que les ennemis, terroristes, entre guillemets, soient là, comment faire pour les bombarder, ou les attaquer sur le sol, quelle est la meilleure méthode, etc. Donc en gros, il vous explique étape par étape, avec des cartes à l'appui, avec des schémas à l'appui, comment faire pour les mettre à mort. Et tout est à l'avenant finalement. La même chose pour ICE, les douanes et
et police aux frontières états-uniennes, comment faire pour capturer des migrants, etc. C'est un logiciel stratégique qui vise à expliquer comment éteindre son ennemi. C'est censé faire ça. Mais il y a d'autres aspects que pareil, parce que si Gotham c'est le logiciel qui vise la défense, il y a d'autres logiciels que produit Palantir qui visent à d'autres choses. Par exemple, Palantir a sécurisé il y a quelques années, je crois, un contrat avec NHS, c'est-à-dire le National Health Service, la sécurité sociale de la Grande-Bretagne, pour aider la décision des toubibs et des gens qui travaillent dans NHS. NHS qui est un système de santé, le système de santé dans tous les pays où je suis allé, le plus socialisé que j'ai pu rencontrer. C'est vraiment, c'est une espèce d'îlot, parce qu'on parle beaucoup de Thatcher, etc., mais c'est une espèce d'îlot de communisme à l'intérieur du gouvernement libéral britannique. Mais je pense que c'est pour le saper de l'intérieur, parce que ça commence à faire chier. En Grande-Bretagne, vous allez chez le médecin, vous déboursez jamais un centime. Vous prenez un médicament qui vous a été prescrit, vous déboursez jamais un centime. Il n'y a pas de mutuelle en Grande-Bretagne, ça n'existe pas. Bref, c'est encore un système socialiste à l'état pur, le système de santé britannique. Moi j'aime bien ça. Mais ils ont acheté Palantir. Ils ont acheté Palantir pour dire quand est-ce qu'on va rembourser, quand est-ce qu'on va pas rembourser, etc. Bref, pour mettre un petit peu d'intelligence artificielle là-dedans, qui va commencer à saper de l'intérieur cet îlot d'utopie communiste que quand on est malade, on n'est pas censé débourser du pognon, quoi. Bref, Palantir fait plein de choses comme ça, et comme j'aime à le dire, s'il y a une institution, une grande institution que vous détestez, il y a de très fortes chances qu'elle utilise Palantir, parce que si quelqu'un utilise des logiciels de Palantir, c'est forcément des gros connards. Personne d'autre ne les utilise. Et d'ailleurs, c'est inscrit sur le site de Palantir que, et c'est souvent répété par le CEO Alex Karp, Palantir fabrique des logiciels qui sont à destination exclusive de l'Occident. Il y a un projet occidental derrière, il y a un projet à mots couverts impérial derrière. C'est inscrit dans la philosophie de ce logiciel qu'elle vise à servir les intérêts de l'Occident. Et c'est pour ça que les gens de Palantir, par exemple, n'aiment pas Google, parce que Google essaie de rentrer sur le marché chinois, etc. Ils s'en foutent, ils sont partout. Pour eux, Google, c'est du communisme. Ils disent clairement, Google c'est communiste, ils essaient d'être partout, ils se prennent pour le parti communiste chinois, ils essayent d'avoir... Ils ont un projet mondialiste en fait, c'est exactement le terme qu'utilisent tous les droitards, c'est le mondialisme. Pour eux, Google par exemple c'est du mondialisme, et eux c'est de l'occidentalisme, c'est autre chose. Bah, tu viens déjà de dire du coup pour ma prochaine question, parce que y a un projet chez eux, c'est pas comme ce terrain où c'est juste de la consommation et amasser de l'argent. Il y a un projet idéologique de façonnement des gens, des nations, etc. Il me semble que tu le désignes par le concept très intéressant d'archéofuturisme. Du coup, est-ce que tu pourrais expliquer ce concept? Ouais. Ce concept d'archéofuturisme, je l'emprunte à un intellectuel français de la nouvelle droite qui s'appelait Guillaume Fay, qui est mort. Donc je le reprends de façon un petit peu sarcastique, quoi, parce que lui c'était un immense raciste. La nouvelle droite, c'est ce mouvement intellectuel et français des années 70-80 qui essayait de revaloriser un petit peu la pensée d'extrême droite en France. Ils ont tenu le Figaro Magazine pendant pas mal de temps. Et dedans, il y avait des figures comme Alain de Benoît, comment il s'appelle encore Marquis d'Ornave, il était là-dedans. Aïe. On a des casseroles, celui-là. Renaud Camus, à l'époque, il était dans des backrooms. Non, il n'était pas encore dans ça. Non, de Lesquin. Ah oui, Lesquin, c'est Lesquin, ça se prononce Lesquin. The S is silent. Et si vous voulez, de Benoît, Lesquin, je ne sais pas exactement où il se positionnait, mais de Benoît, c'est un peu l'aile gauche, c'est-à-dire le truc, c'est l'aile gauche de la nouvelle droite, et Guillaume Fay, c'était l'aile droite. Il faut être difficilement plus à droite. Tu vas plus à droite, tu tombes hors de la map. Ouais,
Mais c'est très intéressant parce qu'il a écrit plein de livres oubliables, mais son livre Technofascisme, pardon, pas Technofascisme, ça c'est bien. Archéofuturisme, pardon. Le sien est bien mieux. J'espère qu'il est en stock, achetez-le, achetez le livre. Non, plus sérieusement. Le livre Archéofuturisme est vraiment intéressant à cause de sa préscience. Il est sorti en 98 ou 99, je crois. Et vraiment, il annonce un tas d'éléments philosophiques ou théoriques qui vont être développés dans la Silicon Valley, dans le libertarianisme des États-Unis, au plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Donc il a vraiment une intuition assez forte du devenir de l'extrême droite. Là où Alain de Benoît, bon, il était trop de gauche, je crois, pour voir ça. Il y a quelque chose dans cet archéofuturisme qui m'a immédiatement rappelé à la pensée de Peter Thiel, par exemple, et de quelques autres. C'est l'idée selon laquelle il existe une caractéristique particulière de l'Occident qui consiste à ne pas revenir vers ses racines, revenir vers sa source. Par exemple, ce que voulait Alain de Benoît, parce que c'était un paganiste, il voulait revenir au rite païen. C'était une sorte de traditionnaliste, finalement. Une espèce de traditionnaliste dandy. Pour lui, il fallait maintenir la tradition européenne, faire revivre une espèce de source européenne. Et ce qui faisait, finalement, de l'Occident un lieu parmi d'autres dans le monde qui devait préserver sa pureté. Et voilà, monde multipolaire. C'est pour ça que c'est un pote de Dugin. Voilà, c'est le genre de philosophie qu'on trouve chez Dugin, le philosophe russe d'extrême droite. Et tu écris, juste avant de te laisser continuer, si je peux te citer, dans l'archéofuturisme, le futur devient une propriété de la race européenne, propriété raciale. Voilà, c'est ça la caractéristique de l'archéofuturisme chez Guillaume Fay, c'est que pour lui, contrairement à ça, où une espèce de relativisme, où chacun doit juste préserver sa substance raciale et c'est ok. Hein. Là, il dit non, la caractéristique particulière de l'Occident, contrairement à tous les autres peuples, c'est que c'est le seul, comme je disais tout à l'heure, qui a un avenir. L'essence même des Occidentaux, c'est pas de préserver une espèce de passéisme, c'est que c'est les seuls qui sont capables de faire des fusées, c'est les seuls qui sont capables de faire des grosses bagnoles, c'est les seuls qui sont capables d'avoir une espèce d'explosion d'imagination futuriste qui se matérialise dans des objets technologiquiques. D'ailleurs, il dit que si vous prenez une trirème athénienne, Guillaume Fay, si vous prenez une trirème athénienne, c'est les gros bateaux de guerre que vous voyez dans le trailer du film probablement très merdique qui va bientôt sortir de Christopher Nolan sur l'Odyssée d'Homère. C'est une merde comme tous ces films. Si vous voyez une trirème athénienne ou si vous voyez un sous-marin nucléaire de combat, vous voyez finalement la même chose, c'est la même essence de l'Occident qui s'y déploie. C'est juste, voilà, il y a juste une différence de degré entre les deux, mais c'est la même essence qui perdure, quoi. À chaque fois, il y a cette sorte de puissance occidentale et blanche qui se manifeste à chaque fois dans des designs un petit peu différents. Donc il y a cette constance, cette presque immutabilité du contenu et une transformation explosive des formes, c'est-à-dire des développements technologiques qui entourent cette essence occidentale. L'essence reste toujours la même, c'est voilà, un truc de bonhomme blanc avec comment dire, une conscience de genre et de race extrêmement ancrée. Et le reste du monde est inaccessible à cette transformation possible de l'Occident. C'est exactement cette idée d'archéofuturisme, donc invariabilité de l'essence ou invariabilité du contenu et variation explosive et technologique de la forme, qui explique également la pensée de Peter Thiel, qui explique également la pensée d'autres néo-réactionnaires du même genre, et même jusqu'à Elon Musk lui-même, quoi. Donc, j'ai emprunté à Guillaume Fay ce concept d'archéofuturisme parce qu'il me semblait vraiment avoir capté quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement répandu dans la pensée de la Silicon Valley.
Elon Musk, c'est le dernier chapitre de ton livre, donc on y reviendra peut-être après, mais avant, dans la galerie de portraits, j'aimerais bien parler de Nick Land. Nick Land. Alors, Nick Land, bon, t'es pas tendre, on peut Je le déteste. Oui. T'es tendre avec personne, mais lui, il prend cher quand même. Il prend cher, donc je voulais si tu veux, Peter Thiel, j'ai une espèce malgré tout d'admiration quand même, parce qu'il est vraiment balèze avec tout ce qu'il a fait, etc. Lui, c'est vraiment le grand méchant, quoi. Mais Nick Land, il a un côté grotesque, et en plus, il y a tellement de bandeurs de Nick Land, sans aucune raison, que ça m'insupporte. Immonde, horrible. Ce qu'il écrit, c'est nul. Et pour toi, tu vas dire, oh, Nick quel génie. Oh là là, mais. Donc pour vous faire entendre la prose de Norman Ajari, qui est en directe proximité de ce qui vient d'être dit, je vous lis un petit passage donc, sur Nick Land. Érigé au rang d'auteur culte dans certaines figures de l'art contemporain ou de la théorie spéculative actuelle, Land suscite davantage encore d'interrogations quant à sa réception que quant à son œuvre. L'éminence de sa position dans le paysage de la culture contemporaine est un symptôme des profondes lacunes en termes de jugement critique et de culture politique dont font fréquemment preuve les classes intellectuelles occidentales. La déférence persistante qui entoure les écrits de Land est la plus sûre preuve que le charabia histrionique de l'homme blanc cultivé, quel que soit son degré de confusion, peut sans peine passer pour du génie à la simple condition de se complaire dans un hermétisme oraculaire. Souvent, la bizarrerie et l'anticonformisme supposé du personnage suffisent à le travestir en avant-gardiste. Ainsi, la pompeuse opacité de ses écrits est présentée comme une profonde expérience mystagogique, plutôt que comme l'embarrassant produit d'un esprit embrouillé, mais trop consumé par l'orgueil pour interrompre ses divagations. Land et l'indulgente réception dont il a bénéficié sont autant de symptômes d'une culture académique et artistique vide de toute expérience politique et sociale approfondie, où les platitudes libéralo-sécuritaires massivement produites par toutes les chaînes d'information en continu d'Occident passent subitement pour des éclats visionnaires du simple fait d'être entrelardés d'oiseuses citations de Deleuze ou de Nietzsche. L'aura de prestige intellectuel et esthétique dont bénéficient les écrits de Land, en comparaison de ceux de Yarvin, un autre, qu'il décalque, reflète l'inanité d'un milieu culturel aisément impressionnable, sensible aux effets de manche rhétoriques les plus épais de couillon, mais inapte à formuler une critique sociale et un diagnostic historique conséquent. Voilà. Alors, est-ce que tu peux décrire aussi le portrait, le portrait Mais qui est Yarvin aussi, que Curtis Yarvin? Qui est Curtis Yarvin, qui est Nick Land? On va reprendre Nick Land, puisque voilà, je l'ai rafalé, etc. Pourquoi je l'ai autant rafalé? C'est parce que j'ai déjà raconté cette anecdote, mais après je le raconterai autant de fois qu'il le faut. La première conversation que j'ai eue sur Nick Land, je connaissais déjà Nick Land d'Internet, parce que c'était devenu une espèce de mème d'Internet, c'était une dizaine d'années. À la colonie Barré à Paris, qui était une institution près de la gare du Nord, qui a eu beaucoup d'influence sur les milieux décoloniaux à l'époque, qui était tenue par Kaderatia, pardon. Voilà, qui était tenue par Kaderatia. Oui, c'était la colonie, non? Ouais, voilà, c'était ça, la colonie, qui était tenue par Kaderatia. Et donc, c'est Kaderatia, il m'a dit, tiens, Nick Land, il a beaucoup d'influence sur l'art contemporain en ce moment, ça me saoule, etc. Puis, ah bon, je savais pas, parce qu'en philo aussi, on a commencé à en parler. Et puis on a commencé comme ça à s'énerver sur Nick Land, parce que, mais attends, mais c'est comme un gros raciste. Mais oui, c'est un gros raciste, mais... Et voilà, on a eu ce moment de perplexité entre un arabe et un noir, comme ça, qui se désolent du fait que les blancs se gargarisent de ce truc qui nous semblait abominablement raciste. Mais pour eux, c'était une espèce de projet futuriste où ça parlait de la singularité technologique, du transhumanisme, etc. Ils trouvaient ça absolument adorable. Alors que nous, on a eu immédiatement la conscience que dans le monde que décrivait Nick Land pour les artistes et les philosophes, nous on était une espèce de déchet, quoi. On n'avait pas notre place là-dedans, on était ce qui allait finalement être jeté aux ordures. Et ça ne nous plaisait pas d'être jeté aux ordures par un coup de balle comme Nick Land, quoi. Donc Nick Land, c'est un type qui reçoit son prestige du fait qu'il a été prof à l'université de Warwick dans les années 90-2000 en philosophie. Et là, il a côtoyé un certain nombre de figures qui vont acquérir une certaine notoriété par la suite, au même titre que lui-même d'ailleurs. Sadie Plant, qui était la fondatrice du groupe qui était plus tard mené par Nick Land, le CCRU, le Centre de recherche cybernétique,
l'unité de recherche cybernétique, Cybernetics Research Unit. Il y aura aussi Mark Fisher, voilà, le célèbre théoricien du réalisme capitaliste, auteur de son meilleur livre qui est Ghosts of My Life, Spectre de ma vie. Également Kojo Eshun, théoricien de l'afrofuturisme d'origine ghanéenne. Donc on a une espèce de milieu un petit peu multiculturel, avec voilà, une féministe comme Sadie Plant, un petit Renoir comme Kojo Eshun, un petit marxiste de classe populaire comme Mark Fisher. Donc voilà, c'est cette espèce de Power Rangers gauchiste comme ça. Et au milieu, Nick Land, dont on dit bah, il traîne là-dedans, ça doit être un progressiste, ben, manque de peau. En fait, comment dire, il a été matrixé par Margaret Thatcher, il croit dans le caractère indépassable du capitalisme, et plus le temps avance, plus il devient un intellectuel fasciste. D'abord crypto, puis directement et absolument fasciste. Et il tire son coming out fasciste, il l'affirme dans un texte, dans une série de posts de blog qui deviendront plus tard un ouvrage qui s'appelle Dark Enlightenment, les lumières obscures, qui sont directement inspirés par un autre intellectuel qui lui provient de la Silicon Valley et qui s'appelle Curtis Yarvin, qui à l'époque écrit sous le pseudonyme, c'était la grande époque des pseudonymes, comme sur Skyblog, Mencius Moldbug. Et Mencius Moldbug, Curtis Yarvin, c'est au départ un ingénieur logiciel qui travaille dans la Silicon Valley. Ses parents sont tous deux des hauts fonctionnaires. C'est pour ça qu'il a de grandes idées sur ce que c'est que, l'État, le gouvernement, etc. D'une certaine façon, si on veut faire une hypothèse psychanalytique, c'est qu'il parle surtout de ses parents, mais bon, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais il insiste sur le fait qu'il connaît très bien le fonctionnement du gouvernement américain parce que ses parents sont des fonctionnaires. Et il développe peu à peu une théorie du gouvernement à force de posts de blog qui mêle des références geeks, encore une fois, des idées racistes et, en gros, les hypothèses que je formulais tantôt, c'est-à-dire que la véritable gouvernance qui doit être appliquée aux États-Unis, c'est une gouvernance par des chefs d'entreprise, quoi, et que le modèle entrepreneurial est un modèle qui est lui-même calqué sur la monarchie absolue, voire sur le fascisme, etc. Et que c'est ça qu'il faut remettre au goût du jour, puisque les entreprises de la tech sont finalement les seules institutions qui semblent fonctionner dans le monde actuel, puisque c'est les seules qui inventent quelque chose de nouveau en faisant des profits gigantesques, et bien alors l'ensemble de la société devrait ressembler à ça. Et on commençait déjà un petit peu à en parler, ces entreprises sont d'autant plus des modèles pour ces technofascistes qu'elles sont soumises à l'impératif d'efficacité et qu'elles n'ont à obéir qu'à cet impératif. Ce que je veux dire, c'est que tu montres bien que dans le livre, plusieurs fois, qu'une des caractéristiques majeures et nouvelles de ce technofascisme, c'est de se passer du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, les nazis, les fascistes italiens avaient cet énorme défaut pour ces intellectuels d'être trop démocrates, de trop s'appuyer sur le peuple. Oui, ça peut sembler bizarre dit comme ça, mais de fait, il y a une espèce de paradoxe à l'intérieur même de la logique fasciste, qui est que le Führer peut être le Führer, le Duce peut être le Duce, mais il tire malgré tout sa légitimité de l'assentiment permanent du peuple dont il est censé être l'incarnation, la canalisation des pulsions, des instincts, des volontés, des désirs, quoi. Sans le peuple allemand, il n'y a pas d'Hitler. Il est censé en être l'incarnation et il est censé finalement le représenter, ou le High Hitler que chacun est censé faire. Bref, il est la métaphore du peuple, ou la quintessence. Il y a une connexion intime entre le peuple et le leader fasciste. Or, pour les technofascistes, ce lien est absolument sans intérêt, sans importance, et même au contraire, il est à défaire. C'est un entretien, ou plus exactement une intervention publique connue de Peter Thiel, dans laquelle il dit que l'avantage des technologies qui sont développées en Californie à ce moment-là, c'est qu'elles permettent de transformer l'espace politique sans devoir en passer par le processus pénible de convaincre les masses, ce qui le répugne finalement, de devoir
expliquer à des gens qui ont des QI à 2 chiffres ce qu'il faut penser, c'est impensable de devoir s'astreindre à une telle humiliation. En réalité, l'usage des technologies, de la manière que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire Airbnb, Spotify, etc., des choses qui rentrent dans nos usages communs dans la société, permet au fur et à mesure de transformer la société de l'intérieur du fait de cette adoption des technologies. Donc, non seulement il s'enrichit en ayant financé cela et en recevant les dividendes, mais en plus, ça, chaque jour, terraforme un petit peu plus la vie sociale à l'image qu'il souhaite. Et est-ce que tu pourrais parler d'une autre caractéristique que tu as déjà encore une fois un petit peu évoquée, c'est celle du transhumanisme. Il y a, bon, tu l'as dit, il faut qu'il y ait un nouvel âge, un futur qui advienne par leurs actes, leurs entreprises. Et dans ce nouveau futur, dans cette nouvelle vision de l'avenir, il n'y aura plus l'homme et il y aura, bon, classiquement, une sorte de surhomme. Ouais. C'est quelque chose qui est cru vraiment au premier degré par un certain nombre de ces individus. Il y a eu cette séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, où Peter Thiel a été interrogé par un journaliste, je crois du New York Times, de manière, ou d'un grand journal du même ordre, je crois que c'était le New York Times, de manière assez naïve finalement, on lui a posé cette question très simple: pensez-vous que l'humanité doit perdurer dans le temps? Beaucoup d'aternoiements, il a vraiment hésité beaucoup. L'autre mec, il était sidéré, il lui a mis la pression, et c'est vraiment sous pression qu'il a répondu oui, bien sûr. On voit qu'il n'en croyait pas un mot. Parce que pour lui, et c'est assez drôle la manière dont il l'a présenté, parce qu'il a joué sur le je sais pas si c'est ouais. Il a joué sur le préfixe trans. Il a fait une comparaison avec les personnes trans. Il a dit, voilà, les personnes trans, en ce moment, elles veulent changer de sexe, etc. Bon, c'est très bien, mais c'est vraiment des petits joueurs. Moi, finalement, je m'en fous de changer de sexe. Je veux changer de cœur, je veux changer de cerveau, je veux changer de bras, je veux changer tous mes organes. Juste changer de sexe, parce que j'en ai... Voilà, il s'en fout, quoi. Il faut tout changer. Il faut tout changer pour pouvoir devenir vraiment beaucoup plus balèze, pouvoir vivre beaucoup plus longtemps, etc., etc. Donc, parce que souvent dans les... non, mais mon oncle, rest in peace, mais il était vraiment, il avait des tendances vraiment très très d'extrême droite, et il disait que voilà, les trans, c'est l'avant-garde du transhumanisme, etc. Je disais, mais c'est complètement con, ça n'a pas de sens. Mais finalement, voilà, c'est comment dire, j'étais pris à mon propre... Les ruses de l'histoire, c'est une ruse de l'histoire que Peter Thiel lui-même dit. Mais après, il n'a pas dit les trans c'est super bien, il a dit c'est des petits joueurs, quoi. Ils sont vraiment loin du compte, quoi. Donc le transhumanisme, c'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux, parce que malgré le caractère grotesque de cette réponse, pour lui c'était très sérieux. Moi j'ai trouvé ça fascinant qu'il présente les choses de la sorte. Mais ils y croient vraiment à la capacité de... Mais il y en a en France qui croient ça aussi. Je me souviens de cette phrase stupide de Laurent Alexandre, là, le fondateur de Doctissimo, ce type abominable, qui disait dans une émission, je crois que c'était chez Tadi à l'époque, l'être humain qui vivra 1000 ans est déjà né, il est quelque part parmi nous. Voilà, je suis passé dans cette pièce, qui vivra 1000 ans. En tout cas, parce quel cauchemar, j'ai pas envie de vivre 1000 ans. Imagine le gars qui va vivre 1000 ans, c'est Macron. 1000 ans dans la France de Macron. Je pense à Macron. C'est ça, voilà, c'est ça le barrage de 1000 ans, c'est ça, c'est 1000 ans de Macron. Non, bref, ils y croient vraiment au transhumanisme, ils pensent que ça va faire d'eux des êtres humains supérieurs, et c'est quelque chose que Nick Land, parfois, qualifie d'hyper-racisme. C'est le bon vieux racisme, on est juste raciste comme ça, mais l'hyper-racisme, c'est qu'on est tellement raciste qu'on crée, parce que les Blancs se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas assez supérieurs, ils ont vu qu'il y avait des limites, etc. Le projet n'était pas aussi...
l'image n'était pas si claire que ça. C'est-à-dire, au bout d'un moment, sans vraiment la pole position à chaque fois dans la course, il y a des moments où ça a commencé à flancher. En gros, Nicklin dit, bon bah alors, d'accord, alors on va créer une nouvelle race à ce moment-là, et c'est ce que le transhumanisme permet. Comme ça, on sera vraiment supérieur by the book, quoi. Il y aura plus de doute, plus besoin de mesurer des crânes, etc. Non, on aura 4 bras, il parle même on va avoir des tentacules faciaux comme Cthulhu. Voilà, on sera vraiment. Il le dit, ça, le truc des tentacules. Il dit pas 4 bras, mais le truc des tentacules faciaux, ça y est vraiment. Il dit vraiment ça. Il est con ce mec. Il y a vraiment cette idée que cet hyper-racisme va créer une nouvelle race qui sera génétiquement absolument supérieure, qui sera différente, c'est un processus de spéciation, comme il le dit, et que ça va... Donc, Nicklin, c'est vraiment la version goofy, un peu grotesque de la chose, mais, comment dire, énormément de milliardaires de la Silicon Valley croient à ça sous des versions un petit peu moins hollywoodiennes, quoi. À la possibilité de s'augmenter par la biotech, par les nanotechnologies, etc., pour devenir des êtres humains encore plus supérieurs qu'ils ne le sont déjà, puisqu'ils ont des QI absolument galactiques. Et il faut devenir supérieur, et tu le dis aussi à un moment, en fait, derrière tout ça, derrière ces gens goofy et toutes ces théories, il y a finalement quelque chose d'assez simple et d'assez classique, et pour le coup de beaucoup plus sérieux, qui est une peur de la mort. Une peur de la finitude, une façon de vouloir échapper à l'inéchappable. Ouais, c'est vrai. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est un très beau paradoxe que j'emprunte dans le livre à un ouvrage de Thomas Ligotti, qui est un auteur d'horreur, un écrivain d'horreur états-unien d'origine italienne, comme son nom l'indique, pardon. Thomas Ligotti. Il y a des livres de lui traduits en français, mais on ne les trouve pas partout. Mais si vous voulez lire ça, c'est plutôt intéressant, quoi. Si vous aimez bien les nouvelles horrifiques, je vous invite à lire Thomas Ligotti. Et il écrit aussi des essais qui, là, ne sont pas traduits en français. Il y en a notamment un où il parle du transhumanisme et où il pointe un paradoxe qui m'a vraiment semblé intéressant dans le cadre de cette conversation. Donc je le rappelle, enfin je le paraphrase dans le livre. Où il dit que ces transhumanistes, enfin ces investisseurs ou intellectuels qui fantasment le transhumanisme, sont pris dans une espèce de contradiction très étrange, où à la fois, du fait probablement des profits qu'ils tirent, etc., ils sont absolument accrochés à la vie, au point qu'ils ne peuvent pas imaginer la quitter. Il y a une espèce d'étrange caractère de s'agripper à la vie, mais en même temps, qui s'agrippent à la vie, une incapacité à l'accepter, tout leur projet, c'est de priver cette vie de sa seule caractéristique véritablement essentielle, c'est-à-dire la finitude. Ce qui, dans l'histoire de la philosophie, est vraiment, depuis Socrate lui-même, quoi, une définition intrinsèque de l'expérience humaine. Donc, on aime tellement la vie qu'on refuse de la quitter, mais en même temps, en refusant de la quitter, eh bien, ce n'est plus une vie humaine. Et il y a cette espèce de paradoxe qui fait que le transhumanisme est plus qu'un projet véritablement atteignable, aussi une sorte de répétition de vieux mythes, quoi, de ripollinage de vieux mythes sur le surhomme, etc., qui sont habillés un petit peu de manière science-fictionnelle, mais qui n'apportent rien à notre imagination ou à notre vision de l'avenir aujourd'hui. C'est presque l'une des versions les plus pauvres de la science-fiction, ce transhumanisme. Et il me semble aussi que, on le voit encore une fois, on rit un petit peu ce soir, mais eux, ils se prennent très au sérieux, alors même que, ils débitent ce genre de choses dont on vient de parler depuis maintenant 40 minutes, 45 minutes. Et il me semble qu'un des concepts les plus intéressants de ton livre, c'est celui de dérision. Tu dis que ils ont un aspect, je sais pas, quasiment existentiel à la dérision qui leur permet précisément de sortir toutes ces thèses loufoques. Ouais.
Et ça, je pense qu'en plus, au-delà c'est au-delà des technofascistes, ça, je pense que cette dérision, c'est vraiment une caractéristique des fascismes contemporains en général, dans l'usage des mèmes, dans l'usage même des médias en général, de l'intelligence artificielle. Voilà, exactement, les vidéos proposées par Trump, par Musk aussi. Et donc, ce que j'appelle la dérision, c'est le fait de croire qu'on ne croit pas ce qu'on dit. En fait, c'est un concept que j'emprunte à Mehdi Belhadj-Kassem, qui le balance en passant dans un de ses tout vieux livres, qui était sur l'ironie, en fait. Donc, il distingue l'ironie et la dérision. Et voilà, j'ai repris ce concept de dérision. Croire qu'on ne croit pas ce qu'on dit. Et ça, en réalité, ça a pas mal d'avantages. Un exemple que je reprends de dérision en général, parce que ça va au-delà du fascisme, mais souvent ça a quelque chose à voir avec le racisme. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, une polémique sur un dessin fait par, je ne sais plus quel dessinateur, de Charlie Hebdo, où il y avait Rokhaya Diallo qui dansait avec une ceinture de banane, etc. Qui était un dessin qu'on pourrait trouver dans Rivarol, qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle publication vraiment d'extrême droite fasciste. Mais je pense que celui qui a fait ce dessin, qui était profondément raciste, négrophobe, était convaincu qu'il y avait un sens progressiste à cette chose-là. C'était leur défense, d'ailleurs. C'était leur défense que, voilà, c'était pour attaquer, je sais pas, les positions atlantistes de Rokhaya. Très, très oiseux comme discours. Mais il se trouve que si vous prenez ce même dessin raciste, une femme noire, une toute grosse tête, ceinture de banane, à moitié à poil, devant un public de blancs qui applaudit, vous pouvez mettre ça dans Rivarol ou dans n'importe quelle publication d'extrême droite, le discours passera de la même manière. Ces gens croient qu'ils ne croient pas ce qu'ils disent, pensent que parce qu'ils appartiennent à une espèce de contexte qui s'imagine progressiste, leur discours n'est pas raciste. De même que la plupart des militants fascistes aux États-Unis, j'en parlais à Lyon l'autre jour, sont des noirs, des mixed race, c'est-à-dire des métis noirs et je ne sais pas quoi. On les a vus dans une vidéo il n'y a pas très longtemps qui faisaient des saluts nazis. Myron Gaines, qui est une espèce de militant raciste et sexiste, un peu débile comme ça, d'origine africaine. Nick Fuentes, le nazi en chef qui est hispanique. Les deux frères Andrew et Tristan Tate, qui sont tous les deux d'origine africaine-américaine. On a l'impression que plus les influenceurs sont racistes, moins ils sont blancs. Plus ils sont suprémacistes blancs, moins ils sont blancs. Mais ça, il y a évidemment cette question de la haine de soi qui m'a été étudiée par Fanon et par plein d'autres après lui, mais il y a aussi cette dimension de la dérision, qui est qu'on n'est pas obligé pour être fasciste, pour avoir un discours fasciste, pour avoir une attitude fasciste, pour reprendre des mèmes ou développer des attitudes fascistes, de croire subjectivement, d'investir subjectivement le lieu du fascisme. Dans le fascisme du XXe siècle, vous étiez au fond obligé d'être fasciste H24, quoi. Vous devez prouver que vous y croyez, que vous adhérez au parti, que vous êtes prêt, quoi. Là, aujourd'hui, grâce à cette attitude dérisoire, rendue possible par le schéma du mème en tant que tel, vous pouvez être un fasciste qui blague, voilà, la papacito, je sais pas quoi, c'est un fascisme blagueur. Vous n'avez même pas besoin vous-même d'être conscient que vous croyez à ce que vous dites. Vous pouvez avoir l'impression que vous ne croyez pas à ce que vous dites, que c'est une forme d'humour, une forme de plaisanterie, mais à chaque moment décisif, la décision que vous allez prendre, c'est évidemment celle d'un fasciste. À chaque fois que vous serez mis face à soutenir des gens qui font des saluts nazis dans la rue à Lyon ou dire que c'est nul, vous allez dire mais c'est quand même pas mal, etc. Parce que du fait que vous vivez subjectivement comme quelqu'un qui lutte contre le politiquement correct, le wokisme, etc., qui déplace la fenêtre d'Overton, qui est contre la censure, etc., vous vivez subjectivement comme un esprit libre, comme quelqu'un qui fait sans cesse œuvre de sa liberté de penser, de sa liberté d'expression,
alors même que dans chaque décision, dans chaque détail de votre existence, vous êtes un fanatique d'extrême droite. Mais vous n'êtes pas alourdi par le poids de devoir vous vivre vous-même comme un fanatique. Vous vivez comme un esprit libre. Et donc, d'un point de vue fanatique, cette dérision, c'est infiniment plus efficace que le fait de marcher au pas de loi, de porter des uniformes, des chemises noires ou des chemises brunes, etc. Parce que ça actualise sans cesse les effets du fascisme sans forcer les individus, sans forcer les sujets à en porter le poids social et la responsabilité subjective. Et ça, je pense que c'est l'une des inventions les plus puissantes de l'alt-right. Je pense que l'alt-right, la précédente génération, si j'ose dire, de l'extrême droite états-unienne, a fabriqué cette espèce de subjectivité, et aujourd'hui elle est très efficace, parce que voilà, en France, ça donne des versions un peu comment dire, tératologiques, comme des papacitos, des crocs blancs, etc. Qui rappent. Ouais. Non, si, qui rappent. Je connais même une des personnes qui a loué le studio de Cro-Blanc pour qu'il enregistre l'un de ses albums de... Aïe, catastrophique. Ouais, je le remercie pas, hein, franchement. Mais juste avant de passer à la suite, mais comment on s'en défend alors? Parce que tu viens de le dire, mais en gros, si on les tourne en dérision, on tombe dans leur jeu, ça fait que reproduire leur logique. Et si on les prend au sérieux, ça tombe à côté, parce que s'ils n'attendent que ça. Comment faire? Je pense que malheureusement, le seul jeu de la dérision, enfin le seul, comment dire, le lieu de cette lutte, c'est un lieu de popularité et aussi de comment dire, combattre avec ce type d'armes. Une des choses qui m'a fait me rendre compte de cela, c'est l'espèce de déférence assez étonnante dont a fait preuve Trump quand il a accueilli Mamdani après sa victoire. Il a fait des petites blagues. Oh, tu peux m'appeler un fasciste si tu veux. Il le caressait dans le sens du poil. Mais pourquoi il le caressait dans le sens du poil? Parce que quelqu'un comme Trump, il ne respecte que la popularité. Et il a bien vu qu'il avait gagné. Il marchait sur l'eau à ce moment-là, Mamdani. Il ne pouvait pas se permettre de lui rentrer dedans comme il était rentré dans Zelensky un peu de temps avant, parce que Zelensky, a fortiori aux États-Unis, tout le monde n'en avait rien à foutre. Il pouvait le ridiculiser à sa guise, ça n'avait aucun effet. En revanche, il risquait de s'aliéner une partie de son électorat. En plus, en ce qui concerne la question palestinienne, il marche toujours sur des œufs. Il y avait une certaine partie de l'extrême droite qui avait paradoxalement défendu Mamdani à cause de ses positions sur Israël. Donc, il y a des tensions comme ça qui se jouent. Donc il était obligé de lui montrer un certain respect, finalement. En tout cas, dans la logique de Trump, parce que on n'attaque pas quelqu'un qui est populaire, on n'attaque pas quelqu'un qui est apprécié par les réseaux sociaux, qui est apprécié par les masses, et surtout quelqu'un qui vient de gagner. Donc il y a ce double truc. Si tu gagnes, si tu es populaire, c'est difficile d'attaquer. Et c'est la même chose pour, comment dire, ces influenceurs ou ces streamers d'extrême droite. Il y a toujours ce combat qui ne peut être fait finalement que sur leur terrain. Et c'est pas parce qu'ils utilisent eux-mêmes la dérision qu'ils sont, comment dire, inaccessibles au ridicule, quoi. Un certain nombre d'entre eux ont vécu des avanies, ont eu des moments où ils ont, je pense, perdu pas mal d'argent, etc. C'est vrai qu'ils semblent, comment dire, ils ont des sources de revenus, ils semblent un petit peu, comment dire, ils semblent solides, mais il y a vraiment, ouais, je pense qu'ils ont vraiment connu des moments difficiles, ils en connaîtront encore, donc c'est pas parce que des gens continuent à exister sur Internet qui sont intouchables, quoi. Il y a une lutte pour l'audience, quoi. Il y a une lutte pour la captation de l'attention sur Internet, et voilà, on vient d'un moment, d'une époque où l'extrême droite était absolument hégémonique sur Internet. C'est plus le cas, quoi. Aujourd'hui, c'est un espace contesté beaucoup plus que ça l'était il y a 10, 15, 20 ans, quoi. Donc, voilà, ils sont pas touchables. Le fait de les avoir ridiculisés, de se moquer d'eux et tout, sur ces espaces-là, ça participe quand même d'une certaine dialectique, si je veux dire.
Oui, bon, alors, une ou deux dernières questions avant de passer la parole au public. Venons-en, l'expression est toi au boss final de tous ces types, c'est-à-dire Elon Musk. Alors lui, tu dis que une de ses caractéristiques, c'est qu'il pousse l'esthétisation du fascisme jusqu'à son terme. On sait que c'est une caractéristique classique du fascisme. Tu rappelles que Daniel Amin en avait fait un sort. Dans le fascisme traditionnel, si j'ose dire. Mais alors là, il le pousse à des niveaux jamais vus. Ouais. Il est obligé, parce que c'est l'homme le plus riche du monde, parce que l'entreprise Tesla est valorisée très excessivement, je crois. Elle est plus valorisée, en tout cas dans les données que j'ai pu recueillir là dans le livre, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais elle est davantage valorisée sur les marchés boursiers que l'ensemble des autres entreprises automobiles du monde. General Motors, Ferrari, Porsche, tout, Volkswagen, tout, vous prenez tout, c'est moins que Tesla. Bon, vous êtes d'accord que, bon bref, l'idée même semble grotesque, surtout vu les produits de médiocre qualité que Elon Musk a dernièrement sorti avec son Cybertruck, qui est une abomination sans nom, bref. Qui sont même pas, voilà, qui est même pas vendu en Europe ou en Grande-Bretagne. Ça a été retoqué, c'est trop dangereux, etc. C'est mal fini. Ouais. Donc il n'est même pas capable de vendre ses produits partout dans le monde, mais pourtant l'action est très solide. Mais ça a un rapport évidemment avec l'esthétique, parce que qui dit marché boursier dit investissement, qui dit investissement dit désir, dit attente, dit espoir, etc. Et Elon Musk, il fabrique de l'espoir, il fabrique du désir et il fabrique des attentes souvent irréalistes. Tout le monde sait que Tesla est censé fabriquer des robots autonomes mus par l'intelligence artificielle qui vont, je sais pas, vous faire votre café, vous embrasser quand vous sortez du lit, ou prendre votre peignoir. Bref, vous avez probablement vu ces images. Des voitures, des taxis, évidemment, qui se conduisent tout seuls. Bref, vous connaissez les promesses de Musk, probablement, ces promesses futuristes sorties d'un épisode des Jetsons, un futur de carte postale. Ça, c'est une esthétique qu'il fabrique. Il cherche à, sans cesse, capter l'attention et capter le désir, pas juste pour son propre ego, même si on sait que malheureusement l'ego de Musk c'est quand même quelque chose de particulier. C'est pas du tout une caractéristique secondaire, mais je cherche pas à psychologiser là-dedans parce qu'il en a fait une industrie d'une certaine façon. La subjectivité de Musk et son business model sont vraiment indiscernables, quoi. La manière dont il a absolument envie d'avoir du feedback sur X participe de la manière dont il a demandé à ce que l'algorithme soit remanié. Et ça participe aussi de la fascisation du débat public, tout cela. Donc il y a vraiment une homologie entre la manière dont il mène son business, ses propres névroses, enfin tout ça est une seule et même chose pour lui. Et tout ça, ça passe par l'esthétique, parce que tout ça, c'est vraiment une affaire de désir. C'est comme s'il visait une existence purement virtuelle, tu dis, à la fin du chapitre. Comme s'il avait que de présence que sur X, ou c'était le but. Oui, c'est ça, parce que, son existence dépend absolument de l'image qu'il projette. Il n'y a pas de reste au-delà de cette image qui est projetée. Sa fortune en dépend, son influence sur les marchés, parce que c'est aussi quelque chose, une analyse qui a été faite. Lorsqu'il fait un tweet sur une entreprise, lui-même, l'action des autres entreprises, fluctue au gré de ses avis, de ses opinions. Donc c'est toute une espèce de réseau qui fait que sa présence sur Internet, ses opinions et ses expressions ont une influence globale, politique et sur le marché. Et il fait des opérations de manière à se faire apprécier ou à gagner la confiance, parce que voilà, si c'est une question de marché, c'est une question de confiance de différents groupes. J'ai tout un chapitre un peu loufoque, où je rappelle ces tentatives, le Gamergate, ces tentatives d'acquérir
l'assentiment ou la passion, peut-être même, l'admiration des gamers, en se faisant passer pour l'un des meilleurs joueurs du monde à l'époque de Quake 2, puis Path of Exile 2, entre les deux il y en avait eu un autre, c'est Diablo 4, oui, Diablo 3. Bref, à chaque fois c'est soi-disant l'un des meilleurs joueurs de jeux vidéo du monde, alors qu'il suffit de voir un gameplay d'Elon Musk pour voir qu'il est complètement nul à tous les jeux. Il s'est fait repérer direct. Mais oui, il s'est immédiatement fait repérer. Il a fait une petite partie de Path of Exile dans son avion, je sais pas quoi, pour montrer qu'il était fort. Tout le monde dit, mais il sait pas jouer ce mec. Bref. Eh bien, je pense qu'on peut passer aux questions du public, du coup. Oui. Allons-y. Levez la main et... Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport notamment à Peter Thiel et notamment au... Ah, François. À demain. Ah, tu seras ça aussi. Merci les gars. Pardon. En fait, non, on parlait de promotion un petit peu quelque part d'un projet transhumaniste, donc un projet qui est vraiment anti-humain, quoi, quelque part, anti-espèce humaine. Et on a un type comme Thiel qui, lui, se dit, je pense, chrétien. Et je me demande comment s'articule la spiritualité et la chrétienté chez ces gens-là, alors qu'ils sont plus comme Henry Ford, des patrons traditionnalistes, même si fascistes, et qui sont plus tournés justement vers quelque chose de technique, technologique, quoi. Moi, mon opinion sur le christianisme ou le catholicisme de Thiel, c'est que c'est du pur bullshit. C'est mon intime conviction après avoir lu beaucoup de Thiel. Quand il était jeune, il se revendiquait athée, etc. Et j'ai absolument pas l'impression qu'il ait été visité par l'Esprit Saint il y a quelques mois ou quelques années. J'ai particulièrement l'impression que ça ait profondément changé sa vision des choses, au point qu'on sait qu'il a dit à J.D. Vance, surtout n'écoute pas le pape, c'est un gauchiste. Donc, après, on peut être un catholique traditionnaliste, et comment dire, ne pas reconnaître l'autorité du pape actuel, considérer que le trône de Saint-Pierre a été volé depuis Vatican II et tout, c'est possible de faire ça. Mais le problème, c'est qu'il est par ailleurs homosexuel, donc il ne peut pas exactement non plus prétendre à faire partie de la fraternité Saint-Pie X, quoi. On va dire, à la limite, le précédent pape, il voulait bien des gays, mais nous, non, c'est mort, tu prends une femme ou barre-toi. Donc il y a une espèce d'incohérence dans sa position. Il parle effectivement énormément de l'antéchrist, enfin ça c'est l'un de ses derniers discours, mais sa vision de l'antéchrist, même si voilà, il entrelace de références à Carl Schmitt, qui est un autre intellectuel fasciste et catholique important, qui est une grande référence pour Peter Thiel. Il est aussi proche d'un autre intellectuel, pour le coup français, catholique, conservateur, qui est Pierre Manant, figurez-vous, pour ceux qui se souviennent de ce personnage assez singulier, qui pour le coup, lui aussi, il fait difficilement plus à droite que Pierre Manant. Les gens ne le savent pas forcément, mais c'est vraiment une dinguerie, Pierre Manant, si vous lisez ça. C'est tellement... On se définit comme libéral. Oui, il peut. J'ai lu, il a sorti un tout petit livre il n'y a pas longtemps, Pierre Manant, je cite là-dedans, je suis tombé dessus par hasard, bon bref, ça commence immédiatement, le première page, mariage gay contre nature, etc. Ben, bref, Peter Thiel, il est pote de ce type-là, il l'aime bien, ils ont même fait une interview ensemble il y a quelques années dans Philosophie Magazine, figurez-vous, entre Peter Thiel et Manant. Mais mariage gay contre nature, mais Peter Thiel, il est marié à un mec, quoi. Donc il y a des trucs comme ça. Mais comment dire, comme disait Fanon, on devient blanc à partir d'un certain nombre de millions. Je crois qu'on devient straight à partir d'un certain nombre de milliards pour les catholiques. En tout cas, je pense que voilà, il y a trop de caractéristiques et évidemment l'anthropologie catholique, la doctrine sociale de l'Église peuvent pas soutenir quoi que ce soit qui a à voir avec le transhumanisme, quoi. Quelqu'un qui va se modifier génétiquement pour vivre 1000 ans, je pense pas que, Léon va être particulièrement enchanté par un tel projet, quoi. C'est vraiment blasphématoire à énormément de niveaux. Donc vraiment, évidemment, il n'aime pas la papauté, il aime sa liberté individuelle. Au départ, c'est un libertarien. Il n'a absolument pas envie de suivre une thérapie de conversion. Il n'y a rien, en fait, je ne vois rien, à part certains éclats oraculaires
dans son discours, où il s'abrite de ça. Enfin, les catholiques intégristes, ce qu'on appelle Catholic Integralism, en ce moment aux États-Unis, gagnent de plus en plus d'influence. Il y a des intellectuels influents dans les universités, jusqu'à Harvard, qui théorisent l'intégrisme catholique comme méthode de gouvernement pour les États-Unis. Des manières, à partir de la Constitution américaine, de produire un gouvernement théocratique. Comment rendre la Constitution des États-Unis compatible avec un gouvernement théocratique catholique. Des gens qui travaillent sérieusement là-dessus dans les universités, c'est leur choix. Donc, la liberté la liberté académique, c'est ça aussi. Elle va surtout dans ce sens-là. Hein. Il vaut mieux faire de l'intégrisme catholique que du wokisme sous Donald Trump. Vous vous en doutez bien. Mais ce genre de projet-là gagne en influence. J.D. Vance est influencé à la fois, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, est influencé à la fois par le technofascisme de Peter Thiel et par l'intégrisme catholique, il est entre les deux. Et je pense que tout ça, c'est un move marketing de Thiel, parce qu'il sait que ça devient de plus en plus important, cette mouvance. Ils ont des relais dans les institutions, dans les universités, évidemment dans l'Église catholique. L'Église catholique des États-Unis, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus conservatrice que l'Église catholique de n'importe où ailleurs dans le monde. C'est vraiment... Les États-Uniens, ils voient ça comme une espèce d'annexe de l'Empire romain, quoi. Et comme ils passent tous trop de temps sur TikTok, ils bandent tous sur l'Empire romain, ils adorent ça. Pour eux, voilà, c'est Rome et tout, c'est des espèces de centurions, là, que, je sais pas, ils n'ont pas vu un curé depuis longtemps, j'ai jamais vu un curé avec un glaive. Bref, il yoyote de la touffe, quoi. Mais c'est un mouvement marketing parce qu'il se dit, moi, je veux rendre compatible ma vision technofasciste avec ce mouvement de l'extrême droite qui est en train de grandir. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était un Allemand catholique, etc. J'ai cette espèce de background. J'ai suivi les cours de René Girard, intellectuel catholique. Je suis fan de Carl Schmitt, intellectuel catholique. Donc il a cette espèce de connexion avec la droite catholique. Je pense qu'il aime bien la vibe. Et donc il y a une alliance politique claire, je pense, pour lui. Mais mon intime conviction, c'est que subjectivement, il n'y a pas une parcelle de catholicisme là-dedans. Peut-être de temps en temps, il va faire une confession en se disant, bon, si je ne réussis pas à avoir la vie éternelle grâce aux nanomachines, à la limite, j'irai au ciel. Mais à mon avis, ça va pas plus loin que ça, quoi. Pardon, j'ai des réponses trop longues, mais le lore est tellement profond que ça méritait une petite... Et avant la prochaine, n'oubliez pas les dons, s'il vous plaît, parce que on vit grâce aux dons comme association. Et, si puisqu'on parle de catholicisme, peut-être tu devrais faire circuit. Oui, Après, les catholiques, eux, ils mettent un truc opaque. Parce que le truc, il ne faut pas complexer les gens, qu'ils mettent trop peu, etc. Si les billets ne sont pas violets là-dedans, on va vous attraper à la sortie. Non, ça se voit là. C'est une question. Ça se voit, ça fait la nuit. Déjà, merci. Bonsoir. C'est super intéressant. Merci de tout à l'heure, tu as mentionné le fait que. Alors, je sais plus c'était Peter Thiel qui excluait un peu tout ce qui était non-blanc en Occident du futur de l'histoire. Et alors, si je me trompe pas, je sais que Elon Musk a placé. Il y a Starlink qui est disponible dans certains pays d'Afrique. Est-ce qu'ils ont un plan justement sur ce qu'ils veulent faire de ces futurs. Du futur, des pays, en l'occurrence de l'Afrique, ou alors c'est vraiment quelque chose qu'ils excluent de leur plan grandiose. Souvent, et singulièrement l'Afrique, c'est vraiment souvent un lieu qui est pas du tout considéré comme ayant de l'importance dans ce genre de discours-là. Après, c'est un projet marketing intéressant pour Musk, Starlink. Mais le truc avec Starlink et son déploiement en Afrique, c'est-à-dire c'est un Internet satellitaire en fait qui peut être accessible n'importe où à la surface de la Terre, même pas que à la surface de la Terre. Au départ, je pense que c'était pour avoir accès à Internet dans les eaux internationales, ce genre de choses. Et donc, ça permet d'accéder à Internet partout, donc y compris en Afrique, parce qu'ils ont
comment dire, un immense réseau de satellites en réalité. Il y a un tas de satellites de Starlink, il y a plus de satellites de Starlink que de quoi que ce soit d'autre en orbite autour de la Terre en ce moment. Ceux qui en ont le plus, et je crois même qu'ils en ont lancé plus que tous les autres satellites lancés au cours de l'histoire, quelque chose comme ça. Donc vraiment, ils ont spammé les satellites. Mais le truc, c'est que on ne sait jamais, lorsque on lance ce genre de projet vis-à-vis de l'Afrique, à qui est-ce que c'est censé bénéficier? Parce que quelque chose me dit, parce que c'est, enfin, je ne sais pas sur Starlink vraiment, mais c'est quand même quelque chose qu'on a souvent vu en fait, au cours de l'histoire en ce qui concerne le rapport entre l'Afrique et la mondialisation. C'est même été l'objet de travaux anthropologiques et tout, même parfois que je cite dans le livre, mais sur d'autres sujets. Ce ne sont pas des Africains qui vont bénéficier de cette connexion au réseau. C'est les personnes qui vont travailler dans les mines de coltan, etc., qui sont dans des zones reculées, ou n'importe quelle zone d'exploitation, d'extraction minérale. C'est pour que eux aient Internet sans avoir accordé difficilement des trucs, parce que, donc, comme tu le sais, on ne choisit pas où est un gisement de minerais rares ou de n'importe quel autre minerai, une mine de diamants, etc., ça peut être n'importe où. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir Internet. Donc, Elon Musk le sait très bien parce qu'il est descendant d'une famille de miniers et de mineurs d'Afrique du Sud, de l'apartheid. Donc, il sait bien que c'est des entreprises qui ont besoin de Starlink. Donc, ce n'est pas une espèce de truc pour aider les villages comment dire, reculés du Zimbabwe à pouvoir commander des testicroustis sur Uber Eats, si tu veux. C'est pas ça l'idée, c'est plus de rendre possible un accès à Internet à des entreprises impérialistes ou extractivistes. À mon avis, voilà. C'est mon hypothèse, comment dire, appuyée sur ma connaissance de Musk, d'une part, et ma connaissance de l'histoire de la connexion de l'Afrique au réseau en général. Okay, une connexion inégalitaire et sélective. Voilà. S'il y a une autre question. Oui. Je voulais poser deux questions. La première question sur le terme fascisme. J'ai un peu du mal à utiliser ce terme-là. J'ai l'impression qu'en France, c'est beaucoup élargi quand on utilise ça chez les militants. Parce que dans un sens non dérivé, on parle d'abord d'un État fasciste, un État bourgeois qui est dépourvu de la démocratie de forme, qui reprime les militants progressistes. Et on parle des fascistes souvent d'abord ceux qui sont au pouvoir. Est-ce qu'on parle des fascistes, des fachos en tant que militants par l'analogie, ceux qui promeuvent la tendance dans le pouvoir même, cette tendance au sein du pouvoir de devenir fasciste, ou est-ce que, enfin, je ne sais pas si on est légitime d'utiliser ce mot-là pour désigner les racistes et les militants de l'extrême droite. Et le deuxième, c'est vite fait, hein, parce que moi je suis en philosophie, et je voulais savoir, moi vous avez parlé de Frantz Fanon, et quand j'ai lu Peau noire, masque blanc, je suis beaucoup touché. Moi je suis chinois, mon pays n'a pas été colonisé complètement, mais je ressens beaucoup de cette... je vois ce livre-là, son témoignage est très sincère et ça me touche beaucoup. Et lui, en tant que psychanalyste, je veux savoir le rôle de la psychanalyse dans la théorie de décolonisation. Et est-ce qu'on doit avoir un bon entraînement sur la philosophie en général pour rentrer dans la théorie de décolonisation qui est dans la philosophie contemporaine? C'est beaucoup de choses, mais on va essayer de faire ça bien. Alors, en ce qui concerne les fascismes, vous avez parlé de deux choses. Vous avez parlé d'un État fasciste, mais
Évidemment, c'est une possibilité, mais avant que l'État italien devienne fasciste, il y avait le parti fasciste. Le parti fasciste existait, la doctrine fasciste existait avant que Mussolini arrive au pouvoir. Donc il y avait effectivement cette doctrine selon laquelle voilà, il y avait un État fort, comme vous disiez, qui réprime les militants de gauche, mais il y avait aussi d'autres éléments là-dedans, comme une sorte, disons, de vitalisme, ou cette idée de l'État total, un État qui s'investit dans tous les domaines de l'existence et dont le chef d'État serait l'incarnation. Le technofascisme, comme j'en parle, ça consiste à dire que toutes ces caractéristiques-là ont été déplacées au sein des entreprises multinationales. C'est-à-dire que la caractéristique qui était autrefois celle du chef d'État est celle du chef d'entreprise. Et que l'État est censé de plus en plus, les caractéristiques essentielles de l'État sont de plus en plus censées passer dans les entreprises. Et il n'y a aucune caractéristique autrefois dévolue à l'État qui n'existe pas à l'État privé. Les armées existent de manière privée, les monnaies existent de manière privée, c'est crypto-monnaies, cryptocurrencies, des musées, des universités, des écoles, des hôpitaux, bien sûr. Bref, il n'y a aucune caractéristique de ce qu'on aime en France appeler le régalien qui n'existe pas sous forme privée. Et il serait possible de penser une condensation de tout cela dans un gouvernement purement privé, ce qu'on appelle des mégacorporations. Et tout ça mélangé avec l'idéologie archéofuturisme dont je parlais, fait que je pense qu'on a des caractéristiques propres d'un nouveau fascisme. Mais même en ce qui concerne simplement les militants d'extrême droite, s'ils aspirent à un projet de société qui ressemble, qui est similaire à un État fasciste, on peut les appeler fascistes, car, encore une fois, le militantisme fasciste a précédé l'existence de l'État fasciste. Ce n'est pas l'État fasciste qui a créé le militantisme fasciste, c'est l'inverse. Ça, les textes de Gramsci le montrent bien, parce qu'on voit le développement de tout ce processus depuis l'activisme de Mussolini, ou la pensée de philosophes fascistes jusqu'à l'arrivée au pouvoir. Alors, après, en ce qui concerne Frantz Fanon, pour être spécifique, Frantz Fanon n'était pas psychanalyste, car il n'a pas suivi lui-même de psychanalyse. Pour être psychanalyste, il faut avoir suivi soi-même une psychanalyse. Il était psychiatre, c'est-à-dire médecin, mais il a lu la psychanalyse de très près et il a suivi il a étudié Freud, il a étudié Lacan, etc. Et il a développé sa propre pensée. Mais il appartient à une tradition issue de la psychanalyse qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle, où on a des noms comme François Tosquelles, qui était directement le maître de Frantz Fanon, celui avec qui il a fait son internat à l'hôpital, Jean Houry, qui est un petit peu connu. Mais peut-être que le plus connu de cette tradition, c'est, si vous étudiez la philosophie, vous le connaissez peut-être, Félix Guattari, celui avec qui Gilles Deleuze a écrit des ouvrages comme Mille plateaux ou l'Anti-Oedipe. Il y a d'ailleurs des rapports assez, sensibles entre Félix Guattari et Frantz Fanon, car ils appartiennent à la même école de pensée. C'est une école de pensée selon laquelle on ne peut pas soigner l'individu sans soigner d'abord les institutions auxquelles il appartient, car ce sont les institutions, l'école, avant tout l'hôpital évidemment, pour les malades psychiatriques, l'hôpital psychiatrique, je ne sais pas, n'importe quelle institution dans laquelle vous pouvez travailler. Elle doit d'abord être soignée, on doit d'abord identifier dans les institutions ce qu'il y a de pathologique pour pouvoir soigner les gens. Et Frantz Fanon appartient à cette mouvance-là. Je pense que c'est c'est un bon préalable d'avoir cette attitude, notamment par rapport à nos organisations politiques, à nos organisations collectives, d'avoir cette attitude qui était aussi celle de Frantz Fanon,
eh ben, pour pouvoir s'y engager. Je pense que c'est une bonne manière de réfléchir, essayer de prévenir que nous ne travaillions pas dans des institutions pathogènes. Petite question par rapport à une notion qu'on entend un peu récemment, c'est à l'inverse, c'est le techno-féodalisme. On a entendu un peu ça en comparant les capitaines d'industrie, etc., à des sortes de seigneurs locaux qui s'étaient payer des droits de passage, etc. au Moyen-Âge. Et moi je sais que c'est une notion que vous critiquez, et à travers surtout les ouvrages des gens qui l'ont développé. Et je voulais justement savoir un peu plus clairement qu'est-ce qui différenciait votre approche du technofascisme de la notion de technoféodalisme. Ouais. La notion de technoféodalisme postule, comme vous l'avez dit, puisque c'est un retour à ce système seigneurial d'imposition. Et elle suppose qu'on passe du mode de production capitaliste à un autre mode de production. Et une espèce de répétition du mode de production féodal, en termes marxistes. Or, il me semble que c'est aller vraiment vite en besogne de considérer que parce qu'il y a, cette espèce de dépendance dans un certain nombre de situations, des personnes qui cherchent à entrer sur le marché à des suzerains, par exemple, l'exemple que donnait, je ne sais plus, c'est Durand ou Varoufakis dans leurs livres respectifs. Si vous voulez entrer sur le marché pour vendre un certain nombre de choses, vous êtes obligé, par exemple, d'en passer par Amazon. Si vous ne passez pas par Amazon, ou bien, je ne sais pas, vous voulez vendre des crafts, maintenant vous êtes obligé de passer par Etsy, sinon vous allez galérer, etc. etc. Et ils prennent toujours une commission, donc c'est une forme de technoféodalisme. Mais il semble faire comme si l'histoire du capitalisme était complètement décorrélée ou absentée de l'histoire des monopoles. Or, il y a un grand texte sur les monopoles dans l'histoire du capitalisme qui est l'impérialisme de Lénine. Dans l'impérialisme, Lénine montre bien que le moment impérialisme du capitalisme, c'est un moment où la conquête de nouveaux marchés, c'est-à-dire les colonies, présuppose la construction de vastes monopoles entrepreneuriaux qui ont, là pour le coup, une espèce de mainmise étatique très, très forte. Et il se trouve que, il me semble qu'on est dans une conjoncture particulièrement impérialiste à plein de niveaux, et c'est exactement à ce même moment que des entrepreneurs, y compris des entrepreneurs de l'armement technologique comme Peter Thiel, disent que le capitalisme contemporain doit être un capitalisme de monopole. Que la concurrence, c'est terminé, la concurrence, c'est pour les perdants. Réussir sur le marché, aujourd'hui, c'est fabriquer un monopole. Et donc, il m'a semblé, ça m'a vraiment semblé étonnant qu'on cherche à ranimer ce moment féodal plutôt que d'aller chercher dans l'histoire du capitalisme ce moment impérialiste, précisément alors qu'il est plus évident presque que jamais. Voilà. Juste une dernière question. Oui, s'il n'y en a pas d'autres. Ah, il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y a quelqu'un là qui est embusqué aussi. Vas-y. Je veux bien. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que Peter Thiel, en tout cas ces technofascistes, avaient une sorte de privation de l'avenir. Et vous avez aussi parlé tout à l'heure du moyen de défense qui était plutôt axé sur le fait de pouvoir les ridiculiser et avec aussi de la notoriété. Mais quand on n'a pas de notoriété, à une échelle qui n'est pas celle de Mandani, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir produire un autre avenir, en tout cas de se projeter dans un autre avenir qui n'est pas le leur? Je cite un exemple. Il y a plusieurs trucs. Il y a
il y a des solutions un peu musclées, mais il y a d'autres solutions un peu fun dans je parle de ce qui a causé le départ anticipé de Elon Musk du gouvernement de Trump. Parce qu'il a fait le DOGE, le département de l'efficience gouvernementale, il devait rester bien longtemps. Mais il est parti un petit peu plus tôt parce que l'action Tesla était en train de chuter à mort. Bon, je pense que c'est parce qu'il il s'est mis en tête de spammer des saluts nazis en tribune, ça n'a pas beaucoup aidé, mais il y a des gens à qui ça a forcément plu. Mais il y a aussi pas mal de stratégies activistes qui ont été mises en place pour saboter l'action Tesla. Et des sabotages notamment des Tesla. Ils ont piraté le logiciel de Tesla, qui fait qu'elle ne pouvait plus démarrer à un moment donné. Ils cassaient les superchargers, les trucs, vous savez, pour brancher sa Tesla et tout. Donc les gens galéraient, ils ne pouvaient pas brancher leur Tesla parce que c'était partout cassé. Quand les gens avaient des Tesla, ils se faisaient graver dessus des croix gammées ou taguer des croix gammées là-dessus. Donc ce qui fait que les gens qui voulaient acheter une Tesla, réfléchissaient à deux fois. Ils disaient, j'ai pas envie de me la faire démonter dès que je sors, donc ils achetaient autre chose. Quoi. Ils achetaient, je sais pas, une BYOB, c'est le concurrent chinois, ou les voitures que tous les Uber ils ont, là, ça s'appelle des Toyota, les Toyota hybrides, là, tout le monde a ça, je sais pas pourquoi. Ils achetaient celle-là. Bref, le rêve d'acquérir une Tesla devenait de plus en plus cauchemardesque. En plus, ils ont aussi saboté parfois les chaînes d'approvisionnement des Tesla. Il y a eu des occupations, par exemple en Allemagne, de magasins Tesla. Ils en ont même cramé un, je crois. Bref, ça commençait à sentir le roussi pour Elon Musk. Il était comment dire, menacé, mais menacé dans la source de ses revenus. Parce que le truc, c'était pas juste que les gens se vengeaient parce qu'ils n'aimaient pas Elon Musk. C'était que ce type de sabotage-là étaient des formes d'intervention sur les marchés. On rendait dangereux, en tout cas risqué, en logique, économique, on rendait risqué l'achat d'une Tesla. Là où c'était censé être un truc sûr, c'est censé faire plaisir, c'est censé être la meilleure voiture électrique sur le marché, etc. On rendait ça difficile, on créait des problèmes liés à l'acquisition de ce modèle de voiture. Et donc, tout le grand récit sur lequel repose la valorisation de l'action, ça chute. Et ça, c'est le genre de choses que quelques petites coordinations peuvent mettre en place, quoi. Étant donné qu'une grande partie de la puissance de ces gens-là dépend des marchés, il y a des manières par lesquelles un militantisme finalement très traditionnel, quoi, très classique, c'est comme ce dont Andreas Malm parle dans Saboter un pipeline, là on le fait d'une autre manière, avec un autre but, mais c'est des choses très classiques finalement dans l'histoire du mouvement ouvrier et ou du mouvement écologiste ou n'importe quoi. Et là ça marche, mais juste avec une autre vision des choses, une autre option stratégique. Mais voilà, il y a deux, trois autres trucs dans le livre, mais voilà, il faudra le lire pour bon, je pense qu'on se quitte. Avant donc de se quitter, d'autres questions. Moi j'en avais une si on a encore quelques minutes. Il y a aussi quelques non. C'est Martin qui décide. Encore une question ou pas? Non mais je demande à monsieur. Oui, une dernière. Alors. Je laisse la priorité. Juste pronostic pour Synapse. Pronostic. Ah, pour s'il va gagner l'Oscar? Tous. S'il gagne pas la musique, on fait un malheur. J'aimerais qu'il gagne film, évidemment, mais il ne gagnera pas. Je pense que ce sera Marty Suprême, qui est un bon film plutôt. En fait, moi, tant qu'une bataille après l'autre gagne rien, je suis content. Ce film est une merde. Ce film est immonde, détestable. Alors, je parlais d'Épatrouillon tout à l'heure, on parlait d'Épatrouillon. Ça, c'est le film Épatrouillon par la quintessence du film Épatrouillon, il ne parle de rien du tout. Mais bref.
Mais j'espère que Sinners va en gagner quelques-uns. Mais moi, mon pronostic pour le meilleur film, c'est Marty. Même si, évidemment, Sinners mériterait davantage. Et acteur, ouais, non, comment il s'appelle j'aime bien Jordan, mais sa performance n'est pas assez stellaire pour mériter ça. Mais musique, c'est sûr, ouais. Et après, meilleur scénario original d'office, ça mérite. Et c'est le même prix que Jordan Peele avait eu pour Get Out. Donc voilà, le film d'horreur afro-américain, comment dire, marquerait une nouvelle fois son empreinte. Donc voilà, moi je dis, je les ai plus tous en tête, mais musique c'est sûr, meilleur scénario original pour moi c'est sûr. Et les autres, j'aimerais, mais je n'y crois pas. Bon, avant de se quitter, vous pouvez laisser votre mail à Nicolas ici présent si vous voulez être tenu au courant des événements de l'atelier d'histoire critique. On remercie Big Lemoy, merci à vous, et puis évidemment merci à Norman. Voilà.